Bon, allez, nous commençons. Ça fera arriver les retardataires. Écoutez, chers amis, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Donc, comme vous le savez, nous allons ce midi discuter du livre que nous venons de sortir avec Christophe Ventura. Et l'idée de ce livre, c'est que depuis quelques années, est apparu dans le débat public des termes, des expressions comme le Sud global, l'Occident collectif, the West versus the Rest, etc. Et bien sûr, celui de désoccidentalisation qui fait l'objet du livre dont nous allons discuter et débattre aujourd'hui. Alors, ces concepts, bien sûr, expriment un mouvement de fond que l'on peut constater au niveau international et qui est sûrement désormais un marqueur des relations internationales, c'est-à-dire le fait que de plus en plus nombreux sont les États qui refusent d'accepter désormais les décisions, les ordres, voire même les valeurs portées par les puissances dites occidentales. C'est un fait marquant, structurant, je crois, désormais. Pour autant, une fois que le constat est effectué, nous avons pensé avec Christophe Ventura qu'il fallait aller plus loin dans l'analyse de la signification des dynamiques à l'œuvre actuellement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire dans cet essai que nous portons comme un élément du débat qui doit irriguer les réflexions pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent aux questions internationales. Alors, ce que nous avons essayé de faire, et je le dis en deux mots parce que Christophe précisera ensuite, c'est tout d'abord de comprendre en quoi cette désoccidentalisation du monde s'inscrivait dans le temps long. Et pour notre part, nous avons considéré qu'il fallait remonter à plus de 100 ans, en réalité à la révolution soviétique en 1917, pour commencer à comprendre les prémices de ce qui allait ensuite se cristalliser comme un mouvement de désoccidentalisation. Ensuite, bien évidemment, et de façon très séquencée au fil des décennies, c'est tous les processus de décolonisation qui ont véritablement marqué toute une partie des États de la planète. Bien sûr, aujourd'hui, ce mouvement de désoccidentalisation s'inscrit désormais dans un contexte très particulier que nous considérons, nous, comme aussi un marqueur, c'est-à-dire l'affaiblissement de ce que nous avons continué à appeler l'impérialisme et de son rôle au niveau international. Mais la question qui se pose alors, c'est est-ce que ce mouvement de désoccidentalisation, est-ce que les États qui sont partis à ce mouvement sont-ils porteurs ou pas? Question posée. Nous, on donne un certain nombre d'éléments de réponse, mais encore une fois, nous les soumettons au débat et à la critique. Est-ce que ces États sont donc porteurs d'un ordre politique, d'un ordre mondial alternatif, ou au contraire, ces États se contentent d'essayer de se faire la meilleure place possible dans le système qui reste encore aujourd'hui dominant? C'est une question évidemment centrale qui est un peu compliquée si on veut l'aborder dans toutes ses facettes. Et puis, dernier aspect que nous avons aussi voulu développer, c'est que nous nous sommes pas mal interrogés sur la signification, sur la portée, sur les dynamiques des mouvements sociaux de contestation qui se déclinent au niveau international à travers l'ensemble des grands ensembles géopolitiques, que ce soit bien sûr au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique subsaharienne, etc., en Asie, bien évidemment. Mais est-ce que ces mouvements de contestation sont-ils aussi porteurs d'un ordre social, d'un ordre politique alternatif? Et surtout, comment s'articule-t-il avec ce mouvement de désoccidentalisation? Donc voilà quelques-uns des thèmes que nous avons voulu aborder euh, et qui, j'espère, suscitera de nombreux débats constructifs pour qu'on essaye d'y voir collectivement plus clair. Alors, pour l'organisation du débat qui nous réunit aujourd'hui, et je tiens tout particulièrement à remercier Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du Monde diplomatique, et Guillaume Long, qui est chercheur analyste au Center for Economic and Policy Research, qui est basé à Washington, d'avoir bien et qui entre autres, je le rappelle quand même, a été ministre des Affaires étrangères de l'Équateur. Je les remercie tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation à débattre de ce livre. Ce que nous allons faire, c'est que je vais tout d'abord laisser la parole à Christophe Ventura, mon complice et co-auteur, de façon à ce qu'il précise un certain nombre de points
saillants du livre. Ensuite, bien sûr, nous laisserons la parole à Anne-Cécile et à Guillaume pour qu'ils nous apportent leurs réflexions, leur point de vue critique. J'espère que les critiques ne seront pas trop sévères à notre égard sur le livre. Et puis ensuite, eh bien, nous engagerons le débat. Nous sommes actuellement, je regardais, de plus de 220 connectés, donc je pense que ce débat sera utile. Et je rappelle la règle aussi pour terminer, c'est que les questions seront sous forme de chat que je centraliserai pour ma part et auxquelles nous essaierons de répondre au mieux et au maximum d'entre elles. Eh bien, ces choses étant dites, Christophe, je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup Didier. Bonjour à toutes les personnes qui... Ah, vous m'entendez bien? Ah, c'est mieux, Pardon. c'est mieux. Mais donc merci Didier et merci aussi à toutes les personnes qui nous font le plaisir de prendre sur leur pause déjeuner, j'imagine pour la plupart en tout cas, pour suivre cette présentation de notre ouvrage et en débattre avec Anne-Cécile Robert et Guillaume Long. Donc vraiment merci à vous. Alors effectivement, je vais repartir un peu de certaines choses que tu as dites, Didier. On a voulu faire ce livre, bien sûr, point de départ, disons, concerné, disons, par le contexte international, tout simplement, dans lequel nous sommes. Et on est parti finalement de l'actualité, si je puis dire, des relations internationales, actualité assez lourde, bien évidemment. Et on a voulu, le point de départ de notre réflexion, c'est finalement ce que nous a dit le déclenchement de la guerre d'Ukraine, de l'invasion russe, de la guerre russe en Ukraine. On a voulu partir de cela pour comprendre dans quelle mesure, en quelque sorte, cet événement-là cristallise à la fois des dynamiques, disons, qui lui ont précédé, des dynamiques internationales, et en quoi ce conflit eh bien, ouvre un nouveau moment des relations internationales, un nouveau cours des relations internationales, cristallisant donc des dynamiques, disons, précédentes et des nouvelles qui viennent s'y joindre. Et c'est de cette manière qu'on a voulu s'intéresser au thème de la désoccidentalisation, parce que bien sûr, ce terme, il a une actu, c'est un terme qu'on voit surgir, monter en puissance dans la littérature médiatique et la littérature des relations internationales depuis maintenant 15-20 ans, et qui est censé décrire, disons, un phénomène qui celui que nous on a défini comme étant celui de l'érosion progressive et irréversible des valeurs proclamées, de l'influence et de la puissance des pays dits occidentaux. Alors, on a voulu s'intéresser à ce sujet, d'abord pour nous obliger à réfléchir ce que ça voulait dire quand on parle de puissance occidentale. Donc nous, on a travaillé déjà à une définition de ce qui nous semblait être des puissances occidentales, que je résume et que vous trouverez dans l'ouvrage, qui est une définition à composante géopolitique, parce que c'est vrai que l'Occident, c'est un terme qui peut avoir beaucoup d'interprétations, de déclinaisons. Nous, on a choisi une composante géopolitique, on a parlé d'une communauté d'intérêts stratégiques in fine sous protection des États-Unis et de l'OTAN, l'alliance militaire de l'OTAN, et qui regroupe pas des pays qui sont forcément occidentaux pour des raisons culturelles ou historiques, mais pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire des pays qui sont bien sûr les pays nord-américains, les pays européens, des pays ou des territoires asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon, comme certains, à certains moments et selon certains sujets, des pays latino-américains, et également Israël, qui fait partie pour nous de cette communauté stratégique. Donc, on est parti de ça. Et donc, on a voulu développer l'idée selon laquelle, si ce phénomène de désoccidentalisation est indiscutable, eh bien, il est très utile pour comprendre le cours des relations internationales, mais il ne suffit pas pour décrypter l'intelligence des événements. C'est un petit peu ça qu'on a voulu traiter dans cet ouvrage, parce qu'il nous semble que si la désoccidentalisation, et tu l'as dit Didier, permet de décrire ce phénomène d'érosion progressive et irréversible, il permet finalement de décrire un mouvement de recomposition des relations internationales, de l'ordre international sous la forme d'un nouveau rapport de force, en fait, entre, grosso modo, les pays dits du Sud et les pays dits du Nord. Il permet de faire tout cela, il permet de nous dire beaucoup de choses sur la nouvelle hiérarchie
au sein du système international qui connaît et qui traverse une crise structurelle. On l'a vu, je le disais, je repars de la guerre d'Ukraine, bien sûr, parce que ça a été ça l'élément déclencheur. On a vu, évidemment, lorsque la Russie a envahi le territoire ukrainien, eh bien, on a vu la réaction des puissances dites occidentales et leur appel et même leur exigence à ce que le reste du monde, le reste des pays de la planète, eh bien, se joignent, s'alignent aux positions de ces pays-là, avec en plus la consigne d'appliquer ou d'être solidaire des sanctions imposées à la Russie par les puissances occidentales. Et or, ce que nous avons bien tous décrypté, c'est le peu de suivi, en réalité, des pays dits du Sud, des demandes des puissances occidentales. Et c'est à partir de ça qu'on suit notre fil d'Ariane dans notre réflexion, qui nous emmène à voir que ce mouvement de désoccidentalisation, donc, est d'abord un mouvement de recomposition d'une hiérarchie internationale, mais dans un système international qui vit une crise structurelle et dont les dynamiques de crise ne font que se déployer sous nos yeux chaque jour un peu plus. Mais nous, on a voulu proposer une lecture critique de ce concept, aussi parce qu'il nous semble que s'il est utile, ce concept ne nous permet pas de nous interroger sur la question, et tu l'as dit, d'un ordre international différent, d'un ordre international alternatif. La question qu'on pose, c'est effectivement, est-ce que la désoccidentalisation telle qu'on l'a décrit suffit à penser qu'un autre ordre international est en train de se mettre en place qui aurait un contenu différent de celui qui est en crise. Notre réponse, et c'est celle des deux auteurs, et elle est tout à fait discutable, et nous espérons qu'elle sera discutée, c'est que non, justement. C'est qu'aujourd'hui, ce que nous voyons de la Chine au Brésil, à l'Inde et à d'autres pays, pour parler de ce BRICS, qui est la face un peu la plus immergée, la plus connue du phénomène qu'on décrit, s'ils remettent en cause la hiérarchie du système, s'ils remettent en cause le rapport de force, la nature des relations entre les pays émergents et les pays occidentaux, ils ne remettent pas en cause les fondamentaux de ce système. Ils veulent simplement avoir plus de poids, plus d'influence, plus de pouvoir dans ce système-là qu'ils semblent vouloir soit diriger, soit, encore une fois, dans lequel ils veulent avoir plus de place et duquel ils espèrent qu'ils prennent en compte dans l'agenda leurs exigences, leurs demandes, développement, transfert de technologie, multilatéralisme et toute une série de choses, mais qui fondamentalement ne remet pas en cause ce système-là. À partir de ça, notre ouvrage cherche, à partir de la désoccidentalisation, à avoir une réflexion un peu plus loin sur comment finalement on pourrait avoir une désoccidentalisation jusqu'au bout, c'est la formule qu'on emploie à un moment donné dans le livre. Et alors la réponse, qui est une question ouverte, c'est la question de l'entrée en scène des mouvements et des mobilisations populaires, des mouvements citoyens, des mouvements sociaux dans le monde qui devraient être un point d'entrée, une clé d'analyse qui est souvent largement mise de côté dans l'analyse internationale qui se résume au jeu des puissances, au jeu d'influence et aux relations interétatiques. Or, aujourd'hui, les mouvements sociaux, les mouvements de contestation pèsent de plus en plus dans la vie internationale et c'est par ce biais-là qu'on peut imaginer qu'il y a un lien finalement entre un processus de désoccidentalisation tel qu'il existe aujourd'hui et peut-être un processus de désoccidentalisation jusqu'au bout qui permettrait de questionner et de proposer d'élaborer un système international alternatif à celui qui s'inscrit dans le cadre du capitalisme mondialisé en crise systémique. Donc voilà un peu le cadre de réflexion de cet ouvrage. Et pour tenter d'apporter des réponses ou des éléments de réponse, on s'est intéressé à une dimension historique dans le long terme, ce que tu as mentionné aussi Didier, c'est-à-dire on s'est dit, intéressons-nous aux différents moments, aux différentes vagues qui peuvent correspondre à cette dynamique de désoccidentalisation. Et c'est comme ça qu'on a proposé une lecture historique un peu dans le temps long à partir de 1917, qui nous semble être dans la période moderne, en tout cas, un premier moment de remise en cause, en fait, finalement, des puissances occidentales et de leur expansion économique, politique, idéologique sur la planète, en analysant après ça la période de décolonisation, qui là aussi, nous semble-t-il, a été porteuse de beaucoup de choses, mais aussi a eu beaucoup de limites sur lesquelles on revient, et qui laisse ouverte pour le XXIe siècle cette question du rôle des peuples,
des mobilisations sociales dans le jeu des relations internationales. Et donc, c'est autour de ces différents marqueurs, de ces différentes analyses et donc de ces différents points de vue aussi, parce que notre ouvrage est un essai, c'est un ouvrage dans lequel on prend des positions, où on assume en tout cas des grilles de lecture, en particulier sur ce lien entre désoccidentation jusqu'au bout et mobilisation sociale, mouvements sociaux, qui aujourd'hui, et on l'analyse un petit peu aussi, s'expriment sous la forme de mouvements qui peuvent être progressistes, mais aussi dans une forme de concurrence avec des formes de contestation qui peuvent être conservatrices, voire dans certains cas réactionnaires. Et c'est ça qui crée les contradictions et les dynamiques du cours international de notre époque et des 10, 15, 20 prochaines années. Et ce livre est donc s'inscrit un petit peu dans la volonté de décrypter ces tendances-là. Voilà. Merci infiniment, Christophe. Eh bien, écoute, on va laisser la parole à nos amis. Encore une fois, un grand merci à eux. Anne-Cécile, tu pratiques les relations internationales depuis fort longtemps. Tu es directrice adjointe du Monde diplomatique. Nous savons que tu as lu ce bouquin. J'espère qu'il t'a intéressé. Donc, on écoute un peu tes réactions, tes critiques, amicales, je n'en doute pas, et voir sur les éventuels points de divergence que nous pourrions avoir. Bonjour, bonjour à tous et merci beaucoup à la fois d'avoir écrit ce livre et d'organiser cet événement. J'ai beaucoup apprécié la lecture du livre pour plusieurs raisons. Pour pas être trop longue, je dirais que j'ai d'abord beaucoup apprécié le recul historique parce que l'une des plaies de notre époque, c'est que souvent dans les commentaires, dans les livres, l'histoire commence à l'année dernière au mieux. Ce qui fait qu'on se perd complètement dans les mouvements historiques, dans les logiques d'enchaînement, parce que précisément, on n'a pas ce recul. Et donc, l'un des intérêts majeurs et premiers de votre ouvrage, c'est de prendre ce recul sur au moins 100 ans. L'autre intérêt que je trouve dans votre livre, c'est d'associer les aspects politiques et les aspects économiques pour essayer de... Parce que parfois dans les commentaires, on est soit l'un, soit l'autre, avec des gens qui sont spécialistes du commentaire politique, mais dont les analyses sont faibles parce que justement, ils ne voient pas forcément l'évolution des rapports économiques, et aussi parfois d'ailleurs des rapports de classe. Et puis les autres, parfois, alors à l'inverse, sont peut-être trop dans l'économie, y compris certains amis de gauche qui ont une vision un peu trop déterministe peut-être des conséquences de l'évolution des rapports économiques sur les évolutions politiques. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt majeur, les deux intérêts majeurs. J'ai beaucoup apprécié aussi l'effort que vous faites d'être à la fois dans l'analyse du mouvement de désoccidentalisation et de ses limites, pour essayer de voir exactement ce qu'il porte, à la fois dans ses contradictions et dans ses perspectives. Alors, après tout, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est cette idée qui est peut-être la plus révolutionnaire, c'est qu'on entre peut-être enfin dans une période où la modernité n'est plus le monopole de l'Occident. Et on sait pas jusqu'où ça va aller. Mais pendant très longtemps, on a eu en Chine, en Turquie, des leaders nationalistes pour qui, et en Afrique aussi, la modernité, c'était d'imiter l'Occident. Et ça, apparemment, c'est fini. Mais on ne sait pas, et je partage vos interrogations, on ne sait pas vers quoi ça mène parce qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, ne sont que des réaménagements à l'intérieur d'un système existant, c'est-à-dire des groupes comme les BRICS, en fait, cherchent avant tout leur place dans un système sans forcément en contester les règles et le fonctionnement. Donc, il y a de toute évidence, euh, de premier abord, un réaménagement à l'intérieur du système. Euh, Après, les questions que j'aurais à partager avec vous, elles sont... moi, je suis un peu plus sceptique que vous sur l'importance des mouvements sociaux transnationaux.
Je sais, c'est beaucoup étudié, Alain Berthaud, Bertrand Badi, etc. C'est vrai qu'il y a des mouvements sociaux, mais il y a aussi qui ont des connexions transnationales, mais je ne suis pas certaine de l'effet que ça a sur la géopolitique et la marche du monde. Je prendrai l'exemple de Black Lives Matter, qui a été très fort dans le monde occidental, mais en Afrique, quasiment rien. Et pourtant, c'était lié à la question noire. Et il me semble qu'on a en ce moment une réaffirmation de la puissance étatique pure et drue, si j'ose dire. Alors liée ou non à des mouvements sociaux ou nationaux. C'est intéressant de voir comment, par exemple en Turquie, on a une réaffirmation de l'État un peu paléolithique, appuyé sur, quelque part, c'est embêtant à dire, hein, mais un assentiment populaire, alors que le régime est autocratique, qui met les journalistes en tôle, qui bombarde les Kurdes, etc. Et pourtant, il y a une connexion étrange entre cette affirmation étatique, j'allais dire, très antique, très primitive, et les peuples. Mais tout ça dans un cadre qui n'est pas démocratique. Alors là, la démocratie, hein, même phénomène en Russie d'ailleurs. Hein. Donc ça, j'ai une interrogation là-dessus, je n'ai pas de pensée définitive, je partage avec vous une interrogation ouverte là-dessus. L'autre interrogation que j'aurais avec vous, c'est que à l'intérieur de l'Occident, il y avait quand même des petites voix dissidentes. La France, par exemple. La France a essayé, tout en étant une alliée indéfectible des États-Unis, y compris à l'époque du général de Gaulle. De Gaulle est le premier à dire à Kennedy au moment de la crise des Cubains en 62, on est avec vous, on est vos amis, mais en même temps à chercher avec le discours de Phnom Penh, avec la voix du tiers-monde. Et encore aujourd'hui, même si la France n'est plus que l'ombre d'elle-même, vraiment l'ombre, de plus en plus pâle, elle fait encore partie des pays qui sont des recours à l'ONU pour parler pour les pays du Sud, etc. Donc, il y a eu cette tentative-là, qu'on a appelée gaulo-mitterrandienne à une époque. Bon, voilà. Est-ce que pour vous, c'était juste un épiphénomène que ça veut rien dire, que c'est mort. Voilà. Est-ce que ça a un sens pour vous? Et du point de vue de l'histoire de la gauche, vous citez à un moment donné Jaurès, rapidement, mais Jaurès a été quand même le porteur d'une vision du socialisme ancrée dans la démocratie, dans la Révolution française, qui s'est détachée très tôt du totalitarisme et du déterminisme paléo-marxiste. C'est une expérience intéressante qu'à mon avis, on a complètement oubliée. C'est-à-dire que Jaurès, on s'en souvient un peu pour son pacifisme, mais pas du tout pour sa pensée économique. C'était une pensée du socialisme démocratique, ancrée, je le répète, dans la Révolution française. Donc voilà, cette question, même si on est dans un cadre international avec beaucoup de gens connectés qui viennent de l'étranger, y compris notre confrère qui a été ministre en Équateur, bon, il y a quand même ce positionnement du socialisme français et de la France. L'autre question que je me pose, c'est effectivement ces pays du Sud, entre guillemets, vous dites bien qu'il faut mettre beaucoup de guillemets, ils veulent leur place dans le système, mais il y a quand même euh, des, des facteurs de rupture. Chez les BRICS, par exemple, il y a l'affirmation claire et nette que le droit au développement est au même niveau que les autres droits de l'homme. Et ça, c'est une bombe dans le système international. Parce qu'au moins depuis les années 90, au moins depuis la période unipolaire, l'ordre international s'est développé sur la promotion des droits de l'homme, des valeurs, avec toute une architecture qui est devenue invasive d'ailleurs, et qui conditionne par exemple l'aide au développement, au respect des droits de l'homme, y compris dans les versions occidentales les plus développées, comme les droits LGBT. C'est-à-dire, on conditionne le développement, on arrive au Sénégal en disant qu'est-ce que vous pensez du mariage gay? Donc, voilà. Donc, et Ouais. là, il y a très clairement, à mon avis, de la part des pays du Sud, l'idée de dire c'est fini ça. Ça suffit. C'est une forme déguisée d'impérialisme dont nous ne voulons plus entendre parler. Donc il y a la question de la culture, de la diversité culturelle, qui est potentiellement déstabilisatrice de l'ordre international et qui va au-delà de l'idée on veut notre place, on veut remodeler là un peu quand même, hein, en disant le droit au développement, c'est la même chose que les droits de l'homme. Idem pour la critique des sanctions.
Ils en font des tonnes hein, sur les sanctions, ce qu'ils appellent les mesures unilatérales, y compris dans le secteur commercial. Alors, il y a un aspect qui va dans le sens de ce que vous dites, qui est ils veulent un commerce juste, donc halte aux sanctions, mais pour en fait rester dans le système de libre-échange, qui serait tout d'un coup juste et non pas la proie des mesures unilatérales impérialistes des Occidentaux. Mais il y a aussi l'idée que il faut arrêter tout simplement ces politiques de sanctions unilatérales qui sont un outil de tout simplement de politique étrangère pure et dure des Occidentaux et de défense de leurs intérêts économiques et financiers. Et bizarrement, et c'est mon dernier mot, euh, un aspect qui est porté à la fois par les pays entre guillemets du Sud, mais aussi par la Russie et la Chine, c'est l'idée de revenir à la charte de l'ONU version 1945. C'est-à-dire qu'en ce moment, le discours des Russes et des Chinois, c'est de dire les Occidentaux ont défiguré l'ordre international en faisant évoluer notamment les règles du recours à la force, de la guerre, par exemple, par le biais des guerres humanitaires, vers des formes déguisées d'impérialisme au service des intérêts de l'Occident. Et les Russes et les Chinois se font les champions de la charte de l'ONU, toute la charte, rien que la charte. Ils disent les Occidentaux ont tué le consensus de 1945 qui garantissait peu ou prou, dans le cadre de la guerre froide, certes, mais un ordre international à peu près stable. Et donc, bizarrement, il y a la revendication de retour à la charte, c'est ce qui embête le plus les Occidentaux. Et on est là dans cette contradiction entre est-ce qu'on aménage l'existant ou est-ce que finalement on redéfinit des règles en disant bah, il faut rebâtir un consensus comme on a fait en 1945. En 1945, on était 50, maintenant on est 193. Donc ce consensus sera peut-être plus compliqué à définir, mais en tout cas, remettons l'ensemble des questions sur la table. Merci infiniment, Marie-Cécile. Ta lecture est très minutieuse et ça nous fait très plaisir. Enfin, je parle aussi au nom de Christophe, mais en plus, tu ouvres un certain nombre de pistes critiques que peut-être nous n'avons pas suffisamment développées. Mais je pense qu'on y reviendra dans le débat parce que je crois que toutes tes questions sont parfaitement pertinentes et alimentent la réflexion collective. Et c'est un peu le but, de toute façon, de cette réunion, de cette première réunion ce midi. Mais avant d'entamer le débat entre nous, je vais laisser la parole à Guillaume Long. Alors, l'avantage de Guillaume Long, c'est qu'à la fois il est analyste, chercheur, mais que c'est aussi un praticien des relations internationales, puisqu'il a occupé les plus hautes fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères à une époque en Équateur, et qu'il s'est confronté au cœur du système. Et je pense que c'est cette double expérience qui font la richesse de ces réflexions. Alors Guillaume, nous t'écoutons. Merci, merci Didier, merci Christophe, vous m'entendez bien? Impeccable. Ok. Ben, un grand merci aux auteurs et puis à l'IRIS pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cet ouvrage et j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à le lire. C'est un livre qui, je crois, avec beaucoup de courage, s'inscrit dans les grands débats géopolitiques de notre ère et qui alimente plusieurs discussions nécessaires, il me semble aussi de façon très intelligente. Alors, tout comme Anne-Cécile, je pense que ce qui m'a particulièrement plu, c'est cette vision d'ensemble, sur cette emphase sur la longue durée, sur le temps long. On est là dans ce livre, on est dans une tradition systémique d'études du capitalisme qui rappelle un peu Hobsbawm, Wallerstein, Perry Anderson et bien sûr Brodel. Donc ça, c'est vraiment agréable, c'est une lecture très riche. Et les auteurs, on fait écho des paroles d'Anne-Cécile, nous rappellent que c'est l'histoire et la longue durée qui a créé finalement cette désoccidentalisation progressive du monde que nous vivons actuellement. Et il nous rappelle aussi le rôle important des États-Unis, je pense, le rôle important aussi de cette provocation de l'idéologie de la nation indispensable, l'exceptionnalisme américain, cette application extraterritoriale du système judiciaire américain qui, je pense, a joué un rôle énorme. On vient de parler de sanctions, on pourrait parler de plusieurs exemples de cette idéologie extraterritoriale américaine.
qui choque d'ailleurs même les Européens les plus dociles hein, face à l'hégémonie américaine, et comment tout ça finalement contribue à fomenter une rébellion en quelque sorte du Sud global contre cette unipolarité des années 90 et des années 2000. Donc, le rôle central de l'histoire. Et c'est important de le dire car je pense que beaucoup d'entre nous euh, ont prédit de par le passé que nous en arriverions là, que le résultat de ces politiques très impériales serait justement cette désoccidentalisation dont le livre parle. Et pourtant, les grandes puissances occidentales paraissent ne toujours pas avoir tiré ces leçons du passé. On est dans la même logique, on est dans cette même fuite en avant dont le livre nous parle beaucoup. Donc je rejoins Anne-Cécile, on vit dans un monde où on nous dit en permanence de ne pas donner de l'importance à l'histoire, à la causalité, aux explications sur la longue durée, au contexte même, au contexte, et dans lequel la mémoire historique du peuple ne joue presque aucun rôle, ne fait pas partie de l'analyse, et surtout évidemment dans les médias. Voilà, en ce qui concerne la Chine, il est certain que sa politique de non-ingérence dans les affaires domestiques des États, qui est très bien identifiée par les auteurs, je pense, va continuer à porter ses fruits en termes diplomatiques et en termes de désoccidentalisation de la logique mondiale dans laquelle nous nous insérons actuellement. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas son appétit vorace, l'appétit chinois en termes économiques, en termes de matières premières. Mais je pense que cette non-ingérence politique va continuer à être très appréciée dans le Sud global et à jouer un rôle dans cette consolidation de cette désoccidentalisation dont les auteurs nous parlent. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec la thèse centrale des auteurs. Je pense qu'il ne faut pas essentialiser cette désoccidentalisation. Le système international, pour l'instant, ne change pas fondamentalement. Les États non occidentaux sont encore voués à un capitalisme souvent très vorace et je me dirais même très autoritaire. Donc le commentaire sur l'autoritarisme et le piège du campisme, hein, qui est bien identifié dans le livre, me paraît pertinent. Le Sud global est souvent en déficit hein, d'institutions démocratiques. Donc je pense que ça c'est un point important. Néanmoins, et Anne-Cécile l'a dit, je pense elle a parlé du droit au développement, hein, qui est un point central des grandes demandes du Sud global, et qui est d'ailleurs constamment nié par les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les États-Unis continuent à voter au sein de l'ONU contre cette notion du droit au développement, hein, et s'y opposent d'ailleurs de façon, je l'ai vécu en tant qu'ambassadeur à l'ONU, ils s'y opposent de façon active et assez agressive. Je pense que cette notion de développement, alors que l'Occident parle seulement de droit politique, parle seulement de démocratie, mais ne parle jamais de développement, ça c'est crucial, est quelque chose qui pourrait, je pense, contribuer à transformer le système international et à transformer ses institutions. Les institutions de Bretton Woods pourraient être transformées sur le long terme par ces demandes de la périphérie et qui vont avoir donc avec le développement. Et puis je me permettrai quand même de poser la question suivante. Est-ce que la perte de vitesse de l'ingérence occidentale et je dirais même du néocolonialisme nord-atlantique va frustrer ou au contraire permettre les grandes demandes démocratiques des peuples du Sud global de se matérialiser? Est-ce que cette perte de vitesse du néocolonialisme occidental va permettre plus d'émancipation? Pour l'instant, cette perte n'est pas encore totalement amorcée, dont on ne voit pas encore les conséquences de cette perte de pouvoir, de puissance sur le long terme. Mais je dirais peut-être oui. Si cette domination occidentale, qui est encore absolument castratrice aujourd'hui, n'est pas remplacée par une autre forme de domination, euh, je pense d'une certaine manière, la diversification de la puissance et du pouvoir peut permettre plus d'émancipation des peuples alors que la concentration du pouvoir que nous avons vécu, surtout pendant l'ère unipolaire, est, elle, au contraire, extrêmement castratrice de cette émancipation populaire universelle. Donc ça va aussi beaucoup dépendre, je pense, de la distribution du pouvoir. Si le néocolonialisme occidental est remplacé par une sorte de néocolonialisme oriental ou autre, évidemment, nous ne verrons pas
d'émancipation démocratique dans le monde. Alors, sur ce point, les auteurs nous parlent d'une désoccidentalisation apolaire et non multipolaire. C'est intéressant, je ne vais pas pouvoir rentrer dans trop de détails, mais peut-être je suis un petit peu plus sceptique là-dessus. Je crois d'abord que nous vivons encore dans un monde tout de même très dominé par l'Occident. Donc, il y a une désoccidentalisation qui s'amorce, mais qui n'est pas encore consumée. Toutes les institutions internationales de la gouvernance globale sont quand même encore très occidentales, même si la Chine commence à créer les siennes et s'installer aussi confortablement. Non seulement elle crée les siennes, les BRICS et autres, mais elle s'installe aussi, la Chine, confortablement au cœur de certaines institutions occidentales de plus en plus. Mais la Chine n'est quand même pas encore une puissance hégémonique en termes de gouvernance mondiale. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au sein du FMI ces dernières semaines, l'incapacité des Chinois et des pays du Sud global de réformer les quotas des pays qui ne reflètent plus du tout la réalité économique du monde. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni a autant de puissance de vote au sein du FMI que la Chine, alors que son PIB est tout à fait moindre. De même au Conseil de sécurité et autres logiques. Alors ça, premièrement. Deuxièmement, je pense quand même qu'il y a des grandes asymétries qui vont perdurer sur la longue durée. Donc de parler d'un monde apolaire me paraît quand même prématuré. Je crois qu'il va y avoir une création de pôles et de pôles multiples. Alors, euh, sur ce concept de Sud global, que les auteurs nous invitent à réfléchir sur la validité de ce terme Sud global. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il nous aide dans l'analyse ou pas? Est-ce que cette étiquette est utile? Alors peut-être là aussi, contrairement un petit peu aux auteurs, je soutiendrais que oui, tout en me rapprochant quand même de leur analyse qui font d'un Sud global à géométrie variable. Mais je pense quand même que le Sud global existe, surtout, et je vais insister là-dessus, surtout au niveau du multilatéralisme, et qu'il permet des identités multiples. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas, on peut être membre du Sud global tout en ayant aussi d'autres identités dans le système international. Donc, oui, je dirais, souvenons-nous du tiers-mondisme des années 70 et 80, qui a permis un vrai multilatéralisme du Sud, quand même, au sein de l'ONU. Le tiers-mondisme des années 65-85 a permis des vrais non-alignements en termes multilatéraux, en même temps qu'il a permis des vrais alignements avec grande puissance pendant la guerre froide. Donc il était tout à fait possible d'être tiers-mondiste, et je pense de façon très agressive au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, au sein du G77, au sein du mouvement des non-alignés, euh, de soutenir le NOEI, ce nouvel ordre économique international, de faire des grandes demandes en ce qui concernait la gouvernance globale, d'un côté, et de l'autre, être très aligné dans la logique de guerre froide des États-Unis, être très répressif face aux mouvements de contestation, notamment à gauche, à l'intérieur des pays, etc. etc. Et je pense qu'aujourd'hui, la même chose se produit avec, par exemple, une Inde non alignée avec l'Occident et très sud-globale dans son discours au sein du G77, au sein de l'ONU, mais évidemment très aligné en même temps aux États-Unis dans sa logique de rivalité, notamment dans ses logiques sécuritaires, dans sa logique de rivalité principalement avec la Chine, évidemment le Pakistan. Alors, je dirais même que des ennemis jurés dans certaines régions sont capables d'être alliés sur des dossiers. On se souviendra notamment, moi j'ai étudié ça en particulier, mais on se souviendra d'ennemis jurés, même en guerre, comme l'Équateur et le Pérou, qui étaient des pays qui avaient des grandes rivalités territoriales, qui étaient souvent en guerre, et qui pourtant ont été tout à fait capables dans les années 60 et 70 d'être des grands alliés sur la scène internationale pour changer le droit maritime, par exemple le droit de la mer, qui était vraiment la grande cause de l'Équateur et du Pérou, et qui s'y soldait quand même dans une transformation radicale du droit maritime en 1982, avec l'Équateur et le Pérou étant vraiment la figure de proue de ces grandes demandes internationales du Sud global. Donc, je pense qu'il y a ces identités multiples, il y a ces alignements et ces non-alignements qui sont finalement compatibles. Donc, je pense qu'on peut parler de Sud global, même dans le contexte d'autres alignements qui ne sont pas, et qui sont plutôt d'ailleurs de nature sécuritaire. Voilà, ces identités multiples
je crois qu'il faut différencier les enjeux de sécurité qui sont pour beaucoup de pays de la périphérie et du sud global des enjeux de voisinage, de proximité géographique, des enjeux voilà, de frontières, de territoires d'un côté, et de l'autre côté, des enjeux de développement, de gouvernance et donc de justice globale, où là, on voit vraiment l'émergence d'un sud global, d'un sud global non aligné, d'un non-alignement collectif, d'une notion que je crois est compatible avec l'autre. Voilà, je m'arrête là et en félicitant bien entendu une fois de plus Didier et Christophe pour cet ouvrage qui régalera, j'en suis sûr, tous les adeptes des relations internationales et de la géopolitique. Merci. Merci infiniment, Guillaume. Là aussi, même remarque que pour Anne-Cécile, c'est foisonnant par l'intérêt des remarques que l'un et l'autre vous nous avez soumises et soumises à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. On est près de 300 là, c'est bien. Et évidemment, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais ça nous donne de l'énergie pour repartir vers de nouvelles aventures éditoriales. Enfin, là, je m'avance un peu pour Christophe, mais je le contraindrai. Bon, plaisanterie mise à part, si vous le permettez, avant de passer là, de procéder aux questions qui me sont déjà parvenues, j'aimerais dire 2, 3 éléments de réponse et je pense que Christophe fera de même. Et franchement, on va minuter les choses pour ne pas abuser de notre temps de parole. Je voudrais faire 2 remarques simplement pour rebondir sur ce que soit Anne-Cécile, soit Guillaume nous ont exposé et nous ont fait partager. Tout d'abord sur le Sud global. Euh, bon, on ne va pas faire une querelle sémantique, évidemment. L'important, c'est le contenu politique. Et en réalité, je suis d'accord avec tes remarques, Guillaume, totalement d'accord. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que pour certains commentateurs, mais ni toi ni Anne-Cécile ne faites partie de cela, c'est qu'on a l'impression qu'ils donnent une sorte de signe par essence positif à ce Sud global et que justement, ils le voient comme une sorte de masse informe, ce qui d'ailleurs, au passage, procède d'une sorte de réaction néocoloniale qui n'est pas la vôtre. Mais sur la question des identités multiples sur laquelle tu insistais, je crois que c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, on parle de monde apolaire. Alors, il faut soumettre ça à la discussion. Et je vais simplement prendre 2 exemples pour illustrer le propos. Alors évidemment, je vais prendre des exemples sur ma région de prédilection, le Moyen-Orient. Vous avez tout d'abord la Turquie. La Turquie, elle est membre de l'OTAN, elle n'a nulle envie de sortir de l'OTAN, et d'ailleurs, Washington n'a nulle envie de voir la Turquie sortir de l'OTAN, et pour autant, la Turquie prend un certain nombre d'initiatives qui peuvent déplaire sur certains dossiers à Washington ou aux autres membres de l'OTAN. L'Arabie saoudite, deuxième exemple. L'Arabie saoudite, dont on sait l'alignement, je dirais presque la soumission aux États-Unis depuis 1945, eh bien, dans les 2, 3 dernières années, il s'est quand même passé des choses tout à fait étonnantes. Rappelez-vous le voyage de Joe Biden en Arabie saoudite, alors qu'il avait par ailleurs dit que jamais il ne mettrait les pieds dans cet État paria suite à l'affaire du journaliste assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul. Bon, il s'est quand même rendu en Arabie saoudite au mois de juillet 2022 pour quémander auprès de Mohammed Ben Salman la possibilité qu'ils augmentent leur production pétrolière. Il est reparti bredouille. Et puis 2 mois et demi plus tard, l'Arabie saoudite va même passer un accord avec la Russie pour baisser la production pétrolière dans le cadre de l'OPEP+. Est-ce qu'ils auront pu avec les États-Unis? Pas du tout. Donc c'est ça que l'on veut essayer de développer, ces identités multiples. Moi, je reprends tout à fait à mon compte l'expression, mais c'est justement pour ces raisons qu'on ne peut pas parler de Sud global en lui assignant une sorte d'essentialisme que certains veulent bien lui prêter. Encore une fois, ce n'est pas ton cas, Guillaume, ni celui de Anne-Cécile. Donc là, il y a un vrai débat et ce n'est pas seulement sémantique, évidemment pas, c'est l'analyse, la mesure des dynamiques politiques qui sont actuellement à l'œuvre au niveau international et dont on ne sait pas très bien la direction qu'ils peuvent prendre. Tout à l'heure, Christophe évoquait que dans les mouvements sociaux qui existent,
ben, il y a des mouvements sociaux que nous qualifions, nous, de progressistes, mais il y a aussi des mouvements sociaux qui sont profondément réactionnaires. Et les remarques de Anne-Cécile à propos de la Turquie, j'y reviens, sont assez édifiantes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adhésion populaire, relative certes, mais à des mesures que nous pourrions considérer comme un peu rétrogrades, pour ne pas dire plus. Deuxième chose, et je vais là très vite, c'est sur un aspect de ce qu'a évoqué et développé Anne-Cécile, sur l'importance des mouvements sociaux. Euh, Pareil, pour ce que je viens d'évoquer, on ne peut pas donner par essence une vertu progressiste émancipatrice à tous les mouvements sociaux. Ça serait trop beau et trop simple. Donc, il faut les mesurer. Mais ce que nous constatons, c'est que confusément, c'est très confus. Au niveau international, on a pu constater depuis 10-15 ans, pour ne pas remonter plus loin, des mouvements sociaux qui étaient véritablement porteurs objectivement de contestation de l'ordre mondial établi, mais qui, pour une série de raisons, mais surtout et souvent le manque d'organisation en réalité, n'ont pas pu aboutir. Mais ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer d'articuler ces problématiques liées aux mouvements sociaux, à leur expansion, à ce mouvement de désoccidentalisation. En quoi y a-t-il une articulation ou pas d'ailleurs? Et pour l'instant, l'articulation, elle n'est pas véritablement établie. Ça, c'est un constat. Et ce que dit Anne-Cécile en disant, pour l'instant, c'est plutôt la force des États. C'est tout à fait juste. Mais les États ne sont pas tout non plus. Ils ne l'ont jamais été. Donc le retour d'État, de la force étatique, d'États autoritaires, c'est un fait dans de bien nombreux pays et dans de bien nombreuses régions du monde. Mais pour autant, ce n'est pas enfin, c'est contradictoire, mais ce n'est pas antinomique avec l'émergence de ces mouvements sociaux, mais qui ont leurs limites. Alors, tout le monde se rappelle des révoltes arabes en 2011-2012, puis on voit la situation dans les mondes arabes aujourd'hui, elle n'est guère reluisante. Donc il y a eu un échec politique de ce point de vue. Donc ces mouvements se cherchent confusément, mais moi et Christophe, ce qu'on a cherché à établir, et il faut pousser probablement la réflexion, mais aussi l'analyse de ce qui se passe sous nos yeux quotidiennement, c'est cette articulation entre deux mouvements d'un type mouvement social et d'un type mouvement de désoccidentalisation, et le lien entre les deux n'est pas parfaitement établi, à ce jour en tout cas. Christophe, tu veux dire quelques mots, j'imagine, aussi, et puis après, je vais prendre des questions. Bah, merci. Ouais, je voudrais bien réagir sur deux, trois idées qui ont été formulées par Anne-Cécile et par Guillaume. Évidemment, il y a tellement de choses, mais c'est le jeu de ces visions. On ne peut pas tout traiter, mais on peut en tout cas toucher du doigt un certain nombre de choses. Alors, moi, sur trois choses et demie, si je puis dire, je vais essayer d'aller vite. La première, c'est sur la question de la France dans le monde. La deuxième, c'est sur la question que vous avez tous les deux abordée du droit au développement. Et puis la troisième, c'est un petit retour quand même sur la question du Sud global et des mouvements sociaux. Alors, sur la France dans le monde, très franchement, bah, moi, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clair qu'on ne cesse de devoir chroniquer le recul de l'influence française, de son rôle dans le monde. On peut avoir avec Didier, d'ailleurs, on a le même, un avis sur les causes de ce recul et sur les impasses de la politique étrangère française, par exemple, précisément parce que la politique française a toujours existé quand elle est capable, grosso modo, de dire non précisément à la puissance qui domine la communauté occidentale au sens où j'ai essayé de la définir au départ, hein, on est d'accord, pas au sens géographique, pas au sens culturel, au sens stratégique. La France existe quand elle est capable de dire non. Elle a toujours existé à ce moment-là, et lorsqu'elle se positionne comme un pont, précisément, entre ces puissances occidentales et le reste du monde dans une optique de partage de la puissance, de l'influence et du multilatéralisme, qui est d'ailleurs son intérêt à elle pour exister et se renforcer dans cet ordre international. Ça, c'est le schéma qui donne une existence et une singularité à la France dans l'ordre international, et tout conduit, je vais faire la liste ici, à voir que depuis une vingtaine d'années, eh ben, tout ça s'est érodé, accompagné par une perte de puissance économique, etc. aussi ici, qui tout ça convergent vers une sorte de disparition quotidienne de la France dans les affaires internationales, et surtout aujourd'hui avec, je pense, sa situation, c'est surtout celle d'une forme d'équilibrisme de l'impuissance, à mon sens, qui caractérise
la politique française. Donc, je n'ai pas la réponse sur le rôle de la France. Évidemment, je pourrais faire la liste des atouts que peut avoir la France dans le monde actuel. Bien sûr, elle en a des atouts, hein. Elle a sa position unique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son poids économique quand même relatif. Elle a un certain nombre de choses. Elle a sa langue, elle a sa culture, elle a sa possibilité, sa diplomatie qui est une des meilleures du monde et qui est capable probablement de faire vivre le multilatéralisme d'une manière différente. Elle pourrait soutenir la France des initiatives, peut-être pas toutes, mais au moins des initiatives précisément qui sont prises par des pays dits du Sud sur les questions multilatérales, sur les questions de développement, je vais y revenir, sur les questions de résolution des conflits, d'appuyer, d'accompagner des propositions qui sont faites par d'autres. Elle pourrait faire tout ça. Aujourd'hui, on n'en voit pas le début. Et donc, je crois que rien ne nous permet de penser que la France aujourd'hui va pouvoir jouer un rôle singulier ou différent ou dissonant dans l'affrontement qui est en train de se mettre en place au niveau international avec en toile de fond la rivalité sino-américaine. Pardon. Deuxième point sur la question du développement. Alors là, ça demanderait du temps. Mais vous avez raison. Je pense qu'effectivement, le droit au développement, je l'ai dit peut-être trop rapidement dans mon intro, c'est une des grandes revendications des pays dits du Sud, etc. Et c'est clair qu'à travers cette question-là, je comprends tout à fait ce que vous voulez nous dire sur l'idée que, à travers la question posée du droit au développement, il y a une sorte de dialectique qui peut en fait finalement produire un changement du système si ce droit au développement était, disons, adapté, adopté et complet. Je comprends bien, c'est ça. Mais, et pour le plaisir de la discussion, bien sûr, il faut faire attention aussi parce que si on pose le droit du développement comme tel, on ne résout pas forcément la question de l'ordre international alternatif. Parce que derrière la question du développement, au fond, c'est le rapport aussi qu'on veut poser avec les structures économiques et sociales et le système capitaliste mondialisé. On parle de quel développement, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, je le dis un peu de manière provocatrice, est-ce qu'aujourd'hui, les pays du Sud qui demandent le droit au développement, est-ce que ce développement est un développement qui est si différent que celui qui est le produit du système qui est en crise au niveau social, politique, mais par exemple aussi au niveau du changement climatique et des questions environnementales, etc. Est-ce que les pays du Sud aujourd'hui sont porteurs d'un autre type de développement, en fait, dans leur exigence de droit au développement et du coup, évidemment, quand on se pose la question du point de vue de pays du Nord, des pays riches, on comprend que c'est pas commode de formuler la question et qu'on est un peu gêné aux entournures vu tout ce qu'on a saccagé depuis 300 ans ou un peu plus. Mais c'est une question, à mon avis, qui est aussi un objet du débat sur le droit au développement aujourd'hui. Dernier point, sur Sud global et tout. Moi, dans le bouquin, qu'est-ce qu'on explique? On explique que si on critique le Sud global, c'est pour une série de raisons. Alors, qu'on entend sur l'hétérogénéité des acteurs, sur leurs intérêts, etc., différents, qui peuvent diverger. Tout ça est vrai. Mais ce qu'on veut souligner aussi, c'est que les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud nous semblent assez contradictoires et ambivalents. C'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que nous, si on critique la notion de Sud global, c'est aussi parce qu'on refuse une certaine grille de lecture qui domine et qui est celle un petit peu des conservateurs, nous semble-t-il, qui est celle selon laquelle finalement l'idée de dire que le champ des relations internationales au XXIe siècle, s'il était organisé autour d'un clivage entre pays occidentaux et pays du Sud global, finalement, dans le cadre d'un ordre international marqué par la rivalité systémique entre Washington et la Chine, c'est une représentation qui vient, du point de vue de la pensée dominante, confirmer l'idée selon laquelle, finalement, le monde s'organiserait autour d'un clivage où, du côté de l'Occident, on aurait la modernité, la démocratie, les droits humains, et que du côté du Sud global, on aurait l'autoritarisme, on aurait justement la menace sur l'Occident par des forces conservatrices, réactionnaires qui voudraient détruire la modernité, etc., etc. Et nous, on attire l'attention sur le fait qu'il faut faire attention à sortir de ces clivages-là, parce que précisément, on ne croit pas que ces clivages et ces oppositions-là entre Occident, non-Occident, démocratie, régime autoritaire, libéral, illibéral, soit la bonne ligne de lecture des relations internationales. C'est celle que promeuvent les États-Unis, par exemple, et dans leur sillage un certain nombre de puissances occidentales, mais c'est, nous semble-t-il,
pas celle que devraient chausser comme lunettes les forces progressistes. Et j'en viens, et après j'arrête sur les mouvements sociaux, parce que nous, c'est dans ce cadre-là qu'on se pose la question des mouvements sociaux, et on traite certaines questions vives qu'on veut leur poser sur leur rapport à l'État-nation, justement, leur rapport à cette question démocratique, la question au campisme, etc. etc. C'est dans cet ordre-là qu'on essaye de prendre les questions. Merci Christophe. Alors, chers amis, bon, j'ai beaucoup de questions, donc je demande pardon par avance à ceux ou celles dont je n'aurai pas le temps de les retraduire pour nos amis Anne-Cécile et Guillaume. Éventuellement, Christophe et moi-même, on peut aussi amener certains éléments de réponse, mais il y a plusieurs questions qui se concentrent sur la question des BRICS. Est-ce que les BRICS peuvent aller jusqu'à remettre totalement en cause le système mondialisé? Est-ce que le système monétaire alternatif dont il semble que les BRICS veulent être les porteurs a quelque chance d'aboutir? Là, il y a plusieurs questions qui vont en ce sens. Une deuxième question qui revient, enfin j'essaye de synthétiser, c'est le réveil des pays du Sud pour contester les valeurs portées ou soi-disant portées par les puissances occidentales et qui constituent, selon la question, une sorte de mise à bas d'une supercherie qui prévaut depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, supercherie qui a été développée par les Occidentaux. Alors, est-ce que ce réveil des États du Sud, est-il demandé, être, peut-il être porteur d'un nouveau système de valeurs? Enfin, et puis j'arrêterai là pour l'instant, une troisième question. On a évoqué, enfin c'est moi qui l'avais évoqué d'ailleurs, un affaiblissement de l'impérialisme, notamment états-unien, mais nous demande-t-on, est-ce que des pays comme la Chine, la Turquie, la Russie ne sont-elles pas porteurs de nouvelles formes d'impérialisme? Donc voilà trois types de questions. Qui veut prendre la parole? Anne-Cécile? Pas forcément sur les trois questions, mais sur l'une ou deux d'entre elles. Oui, sur cette question des valeurs, il y a quelque chose de très intéressant à observer, c'est que la, la phase de la mondialisation échevelée des années 1980-1990 s'est accompagnée de la promotion de la démocratie libérale euh, dans un premier temps, et maintenant on voit qu'elle se retourne contre la démocratie. C'est-à-dire que dans cette phase d'extension du capitalisme, on voit bien que la démocratie est un obstacle puisque les Occidentaux, par exemple, se plaignent des mouvements populistes qui sont quelque part l'expression de cette fracture-là. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Christophe, l'idée qu'il y aurait un clivage entre un Occident démocrate, libéral et un Sud autoritaire, rétrograde et passéiste est complètement faux. Ça fait bien longtemps que, si toutefois ça a été vrai à un moment donné, l'Occident n'est plus du tout porteur des valeurs démocratiques et même, encore une fois, l'extension de la mondialisation est porteur de la destruction de la démocratie, ne serait-ce que parce qu'il il a tenté d'affaiblir l'État. L'autre remarque que je ferais un peu à l'arrache comme ça, c'est concernant les, les, les BRICS. C'est intéressant de voir la subtilité du jeu chinois. C'est-à-dire, effectivement, ils se positionnent pas de manière hégémonique. Ils avancent leurs pions, ils négocient, mais en fait, ils laissent une certaine latitude à l'intérieur du jeu des BRICS. Et je ne sais pas ce que ça. C'est un peu une question ouverte là. Je ne sais pas ce que ça va porter. Et on va le savoir très vite pour répondre peut-être plus précisément à la question. Si les BRICS embrayent sur la question monétaire, là, on va voir s'ils sont vraiment en mesure de porter quelque chose de différent. Là, pour l'instant, c'est pas très clair. Il y a ce groupe de travail là sur l'utilisation de la monnaie. Et là, ça serait vraiment le signe qu'il y a peut-être quelque chose de différent qui se créerait à ce moment-là. D'accord. Guillaume?
Oui, je pense que, alors sur les BRICS, ce qui peut être une alternative, je pense que pas fondamentalement, c'est-à-dire que je crois que les BRICS finalement sont d'ailleurs une sorte presque une menace à la gouvernance occidentale, c'est-à-dire s'il n'y a pas de démocratisation de cette gouvernance occidentale, s'il n'y a pas de plus de participation du Sud global, et je dirais même pas presque, c'est presque pas seulement le Sud global, mais c'est aussi les intérêts de certaines puissances émergentes de ce Sud global qui veulent être représentées dans les instances de gouvernance mondiale, euh, eh bien, nous allons faire bande à part. Nous allons faire quelque chose qui peut menacer cette gouvernance occidentale. C'est un peu, je pense, cette menace-là que représente le BRICS. Vous ne démocratisez pas, vous n'ouvrez pas vos instances de gouvernance occidentale au reste du monde. Nous proposons des choses parallèles. Est-ce que ces choses parallèles peuvent vraiment se solder dans une nouvelle forme de gouvernance qui remplace l'actuelle? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, on vient de le dire, au sein des BRICS, il y a des acteurs qui sont pas forcément intéressés à un alignement avec la Chine ou avec le Royaume-Uni. Il y a là le Brésil, il y a là l'Arabie Saoudite. Enfin, je pense que c'est plutôt un appel politique et géopolitique à un changement d'attitude de l'Occident plutôt que vraiment une alternative de gouvernance. Euh, alors, est-ce qu'il y aura finalement, et je l'espère, un amalgame entre ces différentes propositions? Est-ce que on arrivera à avoir un monde plus démocratique et plus représentatif finalement de la distribution du pouvoir actuel, hein, qui se dessine aujourd'hui? Je l'espère. Je pense que les BRICS cherchent ça en quelque sorte. Euh, Sur la question de l'impérialisme chinois, alors ça, c'est quelque chose dont on parle dans les pays en voie de développement, notamment en Amérique latine. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a évidemment moins de dimension coloniale ou néocoloniale impériale que celle qui est totalement d'ailleurs normalisée de façon assez scandaleuse en Europe ou aux États-Unis, hein. Il est clair que les Chinois s'identifient encore. Je pense qu'elle est sincère. On entend souvent des analystes européens dire oui, c'est du cynisme, c'est pour faire bien, c'est pour séduire les autres pays. Mais je pense que les Chinois s'identifient encore avec le grand traumatisme colonial qui a été vécu par grande partie de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, notamment au XIXe siècle, hein, pour les Chinois en particulier, et qu'il y a une vraie solidarité là de pays, alors peut-être pas là du Sud global, mais de pays post-coloniaux, même si le colonialisme en Chine a été différent, que le colonialisme ailleurs était plus informel et moins formel. Mais et je pense que ça c'est sincère et que ça rapproche les Chinois d'une vision anti-impérialiste qu'on vit dans d'autres parties du monde. Euh, et que leur stratégie de non-ingérence politique dans les affaires domestiques des États est un mélange de stratégie, de bon sens et d'intelligence face à ce qui est rejeté euh, par les pays du Sud global et qui provient notamment de cette tradition d'ingérence qui remonte aux croisades presque de l'Europe et des États-Unis. Alors, c'est un mélange de stratégie chinoise, mais aussi, je reviens à mon argument, je pense qu'il y a un élément de sincérité, d'anti-impérialisme qui existe encore en Chine et qui est présent dans les élites politiques. Par contre, il est clair que les Chinois, à mesure qu'ils deviennent de plus en plus puissants, ont tendance à rejoindre les États-Unis et les grandes puissances dans leur je ne sais pas comment traduire ça en français, mais ce que Ajun Chang appelle kicking away the ladder, c'est-à-dire maintenant que je suis développé, Ouais. je veux surtout pas que les autres se développent de la même manière dont moi je me suis développé. Donc faites ce que je vous dis et pas ce que j'ai fait. Donc on le retrouve notamment dans certaines préférences au sein du régime multilatéral pour des régimes de propriété intellectuelle fermés, hein. Là, on retrouve une Chine qui ressemble de plus en plus aux États-Unis et à l'Europe, alors qu'eux-mêmes ont été très souples dans leur compréhension de la propriété intellectuelle pour atteindre le développement. On le retrouve aussi dans leur préférence pour des politiques assez orthodoxes de libre-échange, qui rejoint un peu les préférences des États-Unis et de l'Europe.
Et puis, évidemment, il y a aussi cet autre grand chapitre, le grand appétit chinois pour les matières premières, qui fait que quand même, il y a de plus en plus d'agressivité chinoise enfin, dans la défense des intérêts économiques des grandes entreprises chinoises, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a encore, culturellement et idéologiquement, on n'est pas dans une Chine du manifeste Destiny, on n'est pas dans cette culture américaine de la nation indispensable. Il y a un respect pour la souveraineté qui n'existe pas dans l'Occident. Je sais que c'est un peu fort ce que je dis, mais il y a aussi des menaces et il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas avoir de naïveté par rapport à ce que la Chine, quand même, sur les prochaines décennies, peut construire en termes de sa domination dans le monde. Voilà. Puis un dernier petit commentaire sur ce que disait Christophe. Je dirais simplement, je suis d'accord avec la thèse centrale du livre. Je suis tout à fait d'accord et j'ai beaucoup apprécié la non-essentialisation de l'occidentalisation, de la désoccidentalisation du monde et de ce sud global. Mais je pense quand même que même si le développement qui est cherché par les pays du sud global n'est pas si différent, il est même très très semblable, une sorte d'aspiration à la copie. Mais je pense que le système capitaliste se base sur les inégalités. Il se base sur l'exploitation des uns par les autres. Et s'il y a un développement, même le même développement, s'il y a un développement plus uniforme, s'il y a plus d'égalité dans le monde, c'est en soi-même une transformation radicale de cette inégalité capitaliste dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, je crois quand même que le fait qu'il y ait une recherche de plus de symétrie dans le monde peut elle-même être transformatrice du système global dans lequel on est. Voilà, pardon, j'ai un peu trop parlé. Non, 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 non. Peut-être, Christophe, tu veux rebondir sur un aspect concernant l'impérialisme ou comme ce qui vient d'être évoqué à propos de la Chine principalement, mais aussi de la Russie, de la Turquie, parce on a nous-mêmes beaucoup discuté avec Christophe au moment de la rédaction du bouquin sur ces problématiques qui sont très compliquées. Et j'en profite pour poser une deuxième question, parce qu'il y a plusieurs amis connectés qui me disent, mais en quoi les États du Sud qui contestent l'ordre dominant sont-ils aujourd'hui porteurs d'un autre projet alternatif? Alors, il y en a un qui me cite l'exemple du Costa Rica et du Bhoutan. J'avoue que je ne connais pas très bien le détail de ces deux États, qui semblent présenter comme des aspects très originaux, qui s'inscrivent en faux avec la vulgate mondialisée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette idée, y a-t-il une capacité, une possibilité à incarner et voire une volonté à incarner un ordre alternatif ou pas? Christophe, brièvement, parce que le temps tourne. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, bah, alors, déjà, enfin, sur l'impérialisme, qui est vraiment très compliqué comme question, effectivement, tu fais bien de dire qu'on en a beaucoup parlé dans la rédaction du bouquin, parce que c'est vrai que la réponse n'est pas simple. Et d'ailleurs, Didier, tu te donneras un peu aussi peut-être ton point de vue sur la question. Nous, si vous voulez, parce que ça dépend de la définition qu'on donne d'impérialisme, bien évidemment. Dans le bouquin, on a rappelé quelques définitions un petit peu qui font foi historiquement, qu'elles soient dans la pensée marxiste, celle que proposait Lénine, comme un moment de fusion littéralement entre le capital financier, bancaire et industriel, le moment où le capitalisme atteint un développement qui n'est plus simplement basé sur ses capacités productives propres et sur l'industrie, mais sur la finance et la banque qui finalement deviennent la composante centrale, et que c'est cette expansion-là, à la fois en nature et à la fois en territoire, qui caractérise la phase impérialiste du capitalisme. Il nous semble à nous que c'est tout ça est très discutable et franchement, on ne prétend pas avoir là-dessus la connaissance maximale, enfin je veux dire au sens intégral. Il nous semble que ce type de phénomène-là continue d'être opératoire aujourd'hui. Et ce qui rentrait dans cette définition, justement, ce qu'on essaye de dire, c'est que on peut en trouver des traces encore aujourd'hui, à la fois dans les pays dits occidentaux au sens où nous on les définit, puis dans les pays non occidentaux au sens du Sud.
on peut trouver ce que je décris là à grands traits dans des processus financiaro, économiques, commerciaux, aussi bien au Proche-Orient qu'en Chine, qu'en Amérique latine, à des niveaux d'intensité, des niveaux de formation différents. Mais si on s'intéressait à une géopolitique, ce qu'on devrait peut-être faire d'ailleurs, tiens Didier, si on s'intéressait à une géopolitique des fonds souverains, par exemple, des fonds financiers, bah, je pense que ce qu'on décrit là, on le verrait d'une manière assez mondialisée pour le coup. Hein. Donc là, on verrait bien que ces rapports contradictoires, ambivalents entre pays occidentaux et non occidentaux est tout à fait pertinent. Et donc, de ce point de vue-là, ça nous semble exister. Ensuite, la question, c'est de savoir si on définit l'impérialisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une concurrence d'impérialisme sous-régionaux, régionaux, bien sûr. Et ça, ce qui a ravivé ces discussions, c'est tout simplement, précisément, l'agression russe en Ukraine, qui a rouvert des débats sur est-ce qu'il y a des formes d'impérialisme sous-régionaux, régionaux, il y a cela, est-ce que la Chine est de ce point de vue-là impérialiste, etc. Tout ça, ce sont des points de débat. Alors, comme le temps file et que je n'ai pas le temps, il faut que les gens lisent le bouquin aussi, si je puis dire. Nous, notre idée, c'est que dans ce qu'on décrit là, dans ce qui passe en Russie, Ukraine, ou Chine ou ailleurs, pour nous, aussi bien on peut parler de politique impériale, on peut parler certainement de tentative impériale, enfin d'expansion impériale, mais il nous semble que ça ne répond pas à la définition de l'impérialisme au sens où historiquement on a essayé de le définir. Donc, mais c'est un objet de débat. Donc aujourd'hui, il y a des velléités, c'est clair, disons, de domination territoriale, des mouvements d'accaparement, de conquête domaniale, d'expansion de politique impériale, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça crée un nouvel impérialisme aujourd'hui? Je pense que surtout l'impérialisme reste ce que j'ai essayé de définir avant. Et juste, j'ai été trop long, je me tais. Je ne sais plus quoi dire sur Sud Global, mais je me tais. Tu réinterviendras éventuellement. J'ai une série de questions sur l'ONU, sur la place de l'ONU. Alors, tout à l'heure, Anne-Cécile a évoqué le retour à la charte de l'ONU, la charte initiale de 1945, mais plusieurs questions portent sur, mais n'est-il pas nécessaire, au contraire, de tout mettre à plat et de réécrire une charte totalement différente qui ne serait pas seulement le produit des puissances qui étaient les puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il y a plusieurs questions qui vont en ce sens. Est-ce qu'on peut espérer que l'ONU joue enfin son rôle comme instance de régulation internationale dans les années à venir? Il y a une question plus spécifique, mais qui est tellement importante au vu des pays concernés, c'est sur le rapprochement entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. On ne prête qu'aux riches. Est-ce que cela peut avoir un sens dans la modification, la recomposition des rapports de force au niveau international? Et enfin, une question plus spécifique là aussi sur la place de l'Afrique dans ce mouvement de désoccidentalisation. Et alors la question qui tue, si je puis dire, si vous me pardonnez l'expression, c'est pour, quelqu'un me demande, pour désoccidentaliser, faut-il négocier ou faire la révolution? Je vous laisse à ces réflexions, chers amis. Anne-Cécile, sur l'ONU et l'Afrique, peut-être, puisque tu as beaucoup travaillé sur ces questions. Le cas du continent africain est effectivement intéressant parce que c'est le continent qui a sans doute été le plus longuement, le plus profondément dominé et entièrement dominé, exploité, pillé et qui, à la faveur des recompositions géopolitiques, la tente de trouver sa place avec des figures comme l'Afrique du Sud. On a vu que les BRICS vont intégrer aussi l'Éthiopie et l'Égypte. Alors, est-ce que euh, ce, ce, euh, l'Afrique va réussir à défendre ses intérêts, c'est-à-dire sortir de ce rapport structurellement dominé dans lequel elle est? Là, on n'a que des questions parce que l'insertion des pays africains, notamment de l'Afrique du Sud, dans le mouvement des BRICS, par exemple, se fait dans le cadre néolibéral. C'est-à-dire en même temps que l'Union africaine adopte la zone de libre-échange continentale. Donc il y a un mouvement concomitant d'adhésion finalement au libre-échange.
Mais je maintiens quand même les questions ouvertes parce que il y a eu, il n'y a pas si longtemps, avant que le FMI ne fonde sur le continent africain comme un oiseau de proie sur une proie sans défense, il y avait eu au moins en 1980 le plan de Lagos, c'était des économistes africains Mm. qui tentaient de promouvoir des formes économiques qui n'étaient pas néolibérales, qui parlaient d'industrialisation, qui parlaient de redistribution des richesses. Alors, ils ont été écrasés par la machine des institutions financières internationales, mais il me semble voir renaître ici ou là ces idées-là chez certains intellectuels, Mm. au Sénégal, par exemple, dans certains laboratoires de recherche, en Afrique du Sud, mais tout ça est encore dans le domaine des idées, ne se traduit pas forcément ni du point de vue politique, ni dans des formes étatiques. Il faut observer aussi l'évolution euh, de, de, de ces nouveaux régimes là qu'on appelle néo-souverainistes, notamment les régimes putschistes là au Sahel. C'est des régimes autoritaires, certes, mais qui renouent avec certains discours. Alors, d'une manière opportuniste, anti-impérialiste, mais aussi, je crois que c'est Achille Mbembe qui les a qualifiés de néo-souverainistes, la maîtrise des ressources. Il y a la question de la fiscalité qui est posée notamment en Guinée, pas forcément de manière construite, hein, on n'est pas chez Sankara, hein, malheureusement, on n'est pas chez Sankara, mais il y a des petites tentatives comme ça, en tout cas, il y a des questions qui arrivent et qui seraient... enfin, c'est intéressant de suivre ça. Il y a 20 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait L'Afrique au secours de l'Occident, où je défendais la thèse que l'Afrique ne pourrait sortir de ses difficultés économiques en s'opposant au modèle capitaliste occidental. Bon, l'histoire ne m'a pas donné raison, Mm. puisque l'Afrique, comme on le disait à l'instant, suit plutôt la tendance de s'insérer dans le système économique mondial, mais il y aurait quand même des raisons dans l'histoire, et on voit bien les tensions qu'il y a en Afrique du Sud par exemple, dans l'histoire de l'Afrique, de rechercher autre chose que l'idéologie de la concurrence, que l'idéologie de l'hyper-individualisme qui est à la base du capitalisme. Donc voilà, c'est des questions peut-être à observer. Et pour pas être trop longue, sur l'ONU, quand il y a eu l'agression russe contre l'Ukraine, il y a 1 an et demi, ma première pensée, je dois dire honnêtement, a été pour l'ONU. Je me suis dit, l'ONU ne s'en remettra pas. Cette fois, c'est fini. Et puis non, elle est toujours là. Elle est toujours là, l'ONU, et notamment dans une fonction d'agora. Mm. C'est-à-dire que effectivement, elle échoue à jouer son rôle en matière de paix et de sécurité, ça c'est vrai. Mais encore que, hein, il y a beaucoup de crises, notamment sur le continent africain, qui seraient encore pires s'il n'y avait pas les casques bleus. Mais elle joue quand même son rôle d'agora. C'est bien grâce à l'ONU qu'on a vu se manifester les divisions du monde lors des votes des résolutions sur l'Ukraine. Ouais. On va voir comment ça va se passer pour la prise en charge de la question israélo-palestinienne. On a vu un réveil un peu inattendu du secrétaire général de l'ONU, qu'on a connu quand même plus falot, qui n'a pas bougé pendant plus d'1 mois au début de la guerre d'Ukraine. Là, il est monté au créneau, donc il est un peu sorti de la tapisserie. Bon, en même temps, il est dans son rôle d'agence humanitaire, si j'ose dire, hein. C'est pas très révolutionnaire, mais enfin, bon, il y a ça. Moi, je suis assez réticente à l'idée que beaucoup de mes amis promeuvent de mettre l'ONU par terre et de faire autre chose. Parce que dans l'état des rapports de force idéologiques dans lesquels on est aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait que faire pire. Mhm. On ne pourrait que faire pire. Et quand on relit la charte, j'invite tout le monde à la relire, je la trouve sage, intelligente, sur le respect de la souveraineté, la non-ingérence, la réflexion sur le recours à la force, etc. Je serais plutôt sur l'idée, essayons de voir si on peut ouvrir le système, mais de l'appliquer tel qu'il aurait dû l'être depuis 1945, ouvrir le Conseil de sécurité à l'Afrique, aux pays du Sud, pour ce que j'appelle universaliser l'universel.
pour que le système universel soit vraiment universel, en ce sens que tout le monde participerait à la définition de ce qu'est universel, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui définissent l'universel. Donc, je serais plutôt dans l'idée d'essayer d'investir l'existant pour le faire advenir à ce qu'il aurait dû être et ce qu'il pourrait être potentiellement. Pardon, j'ai été un peu longue. Non, non, pas du tout. Guillaume, au vu de ton parcours politique, on serait sûrement très intéressé à t'entendre aussi sur la question de l'ONU, si tu en es d'accord, bien Bien sûr. sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec Anne-Cécile. Je crois que c'est très dangereux de parler de fin de l'ONU. Je suis très critique de l'ONU, je suis très critique de ce qui advient au sein de l'ONU avec cette capture corporative, capture des grandes multinationales de plusieurs instances de l'ONU et une crise du multilatéralisme. Il y a plein de problèmes là. Mais ce qui reste encore de mieux et de plus démocratique sur Terre à l'actualité, et de plus rationaliste, je dirais même, c'est quand même l'ONU, c'est quand même le droit international, c'est quand même cette instance qui fait plus de bien que de mal. Et surtout, je dirais, dans le contexte, d'ailleurs, ça revient à votre argument, c'est-à-dire que dans le contexte d'un Sud global qui propose des choses positives, on a parlé du développement, toutes ces choses-là, mais enfin qui fait quand même aussi peur quand on voit que actuellement le Sud global, même le nationalisme, même l'anti-impérialisme du Sud global aujourd'hui revêt quand même à une autre identité qu'il n'avait il y a 30 ou 40 ans. L'exemple parfait étant l'Inde, je veux dire, on fait quand même enfin, au-delà de l'Inde, on fait face à un retour en force de la religion, on fait face à un retour en force de l'identitarisme ethnique dans le monde, même si l'Inde aujourd'hui déploie un discours pro-sud global, anti-impérial, etc. Je veux dire, le projet politique indien aujourd'hui, et qui d'ailleurs devient aussi un projet internationaliste, l'Hindutva est quand même plus proche du nationalisme fascisant que de quelque chose d'émancipatoire. Donc, absolument, je veux dire, la défense d'un monde plus démocratique, plus basé sur la raison, plus basé sur le, oui, sécularisme, on dit en français, je ne sais plus, c'est quand même quelque chose qui est important et l'ONU, je pense, incarne encore ça. Donc il faut le réformer, il faut se battre à l'intérieur, il faut faire de la contre-hégémonie, mais je pense que supprimer l'ONU ou essayer de créer quelque chose de nouveau, actuellement serait absolument contre-productif et même néfaste. D'ailleurs, je trouve que ça a un lien, c'est en lien avec votre commentaire dans le livre qui est très bon et qui est brillant même sur l'importance des États. C'est pas qu'on aime les États et qu'on aime le nationalisme. C'est pas qu'on encense ou qu'on essentialise ces divisions quand même tout à fait arbitraires euh, entre les nations et les États. Mais c'est qu'évidemment, face au contexte actuel, un contexte néolibéral avec beaucoup de tentations néo-médiévales, l'État représente encore quand même un moyen de défendre la souveraineté des peuples. Même s'il défend trop souvent la souveraineté des élites, il a encore un moyen de défendre la souveraineté des peuples. Donc il faut, dans le contexte actuel, défendre les États sans perdre de vue que dans le futur, on pourrait transcender cette notion d'État. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui par rapport aux tentations féodales auxquelles nous faisons face dans le monde. Et simplement un dernier commentaire, parce qu'on n'en a pas parlé, ça me paraît important de le dire. On n'a pas parlé du fait que la désoccidentalisation, je crois que l'on vit certainement, ne veut pas dire forcément que nous allons remplacer le système actuel par un autre ou que nous allons vivre une sorte d'orientalisation décisive de la gouvernance globale. Je pense notamment que les États-Unis, même s'ils ne vont pas gagner cette guerre froide contre la Chine comme ils ont gagné dernière en 89, ça ne va pas se produire. Hein. Il est évident que l'Union soviétique, à son summum du pouvoir, avait à peine un tiers du PIB américain dans les années 50. Donc, je pense que là, les États-Unis ont toujours eu le dessus. Là, ils ne vont pas l'avoir dans les années à venir contre la Chine. Le PIB chinois va bientôt doubler le PIB américain, enfin dans les 10-15 prochaines années à venir. Donc, il ne va pas y avoir de triomphe américain comme il y a eu en 89. Néanmoins, je pense que les États-Unis et leur puissance ne va pas disparaître. Je pense que le dollar, on parle beaucoup de dédollarisation. Il faut voir si ça se produit, et si ça se produit, ça va mettre des décennies. Nous sommes encore dans un monde où 60% des réserves monétaires mondiales sont dollars.
Et je pense que les Chinois ne sont pas encore prêts à internationaliser renminbi, ça va prendre encore quelques temps. Donc, dans tous les cas de figure, même si les États-Unis ne seront plus, de toute évidence, une puissance unipolaire, je pense que les États-Unis ont aussi une capacité, une forme de résilience, de capacité de se réinventer, et que le wishful thinking, hein, pour prendre ce terme parfois de la gauche sur la chute des États-Unis, je suis un peu plus sceptique. Voilà. Alors, je suis par contre un peu moins optimiste en ce qui concerne l'Europe. Là, je crois qu'on vit vraiment une vraie périphérisation de l'Europe et que malheureusement, cette périphérisation va s'approfondir, à moins que l'Europe comprenne qu'elle doit faire, on parlait de l'héritage, Anne-Cécile nous parlait de l'héritage gaulo-mitterrandiste, hein, si l'Europe comprend qu'elle doit faire troisième voie et qu'elle doit s'émanciper du joug américain, peut-être nous verrons l'Europe jouer un rôle plus important dans le système international. Mais pour l'instant, je crois que les États-Unis vont pouvoir survivre d'une certaine manière à cette désoccidentalisation de façon plus satisfaisante pour eux que cette Europe qui se périphérise malheureusement. Voilà, c'était ces commentaires que je voulais faire. Merci beaucoup. Christophe, un dernier mot? Bref, non? Bref. Non, non, je vais te le laisser parce que tu t'as moins parlé que nous en fait. Bah, merci à toi. Non, bah écoutez, simplement, vu l'heure, nous allons clore ces réflexions. Vraiment, tout d'abord, un très très grand merci à Anne-Cécile et à Guillaume, bah, tout d'abord pour avoir accepté notre invitation, puis pour la qualité de leur lecture qui a été attentive, minutieuse, et ça fait évidemment très plaisir aux auteurs. Merci bien sûr pour la richesse de vos réflexions, pour la variété de celles-ci. Je vais vous dire, je vais vous faire un aveu. Il y a certaines de vos réflexions, je me suis dit intérieurement, j'ai noté, ah flûte, on aurait dû traiter cet aspect des choses. Donc ça veut dire qu'on a du boulot pour l'avenir, mais ça c'est formidable d'avoir des interlocuteurs comme vous. Bien sûr, merci. Alors, c'est d'autant plus important que c'est le premier échange, le premier débat public que nous avons autour de notre livre. Alors, avec Christophe, on en est particulièrement satisfait de ces échanges. Merci à ceux et à celles, ils étaient presque 300, d'avoir suivi, d'avoir posé les questions. Pardonnez-moi encore, je n'ai pas pu toutes les retranscrire parce qu'elles étaient fort nombreuses et fort riches. Alors, de ceux qui s'est adressé à nous par le chat me demandait quel est le titre exact du bouquin. Alors, on va faire comme à la télé, hein, c'est voilà, Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde. Et c'est aux éditions Agone. Et je tenais d'ailleurs, pour terminer, remercier les éditions Agone qui a rapidement accepté notre proposition quand on les a contactés la première fois. Merci à la qualité des échanges que nous avons eus avec le directeur de Chagone, Thierry Discepolo. Parfois des échanges un peu rugueux parce qu'on n'était pas d'accord, mais il a joué son rôle d'éditeur et ça c'est aussi formidable. Donc merci à l'équipe Agone et merci à Thierry Discepolo. Je ne sais pas s'il est connecté, mais si c'est le cas, je le salue. Merci à tous, j'espère à très bientôt et j'espère en présentiel la prochaine fois. Bon après-midi et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.